Alors, bienvenue à votre capsule pédagogique pour le cours 2, dans lequel on va voir la méthode d'analyse des extraits. Alors, vous avez peut-être déjà vu un document sur Léa qui était l'analyse de la passante, mais pour ce cours-ci, ou cette capsule-ci, pour la suivre, je vous invite à venir avec moi sur Léa. Et donc, sur Léa, vous allez constater qu'on a cours 2, le bon gars. Alors, c'est le texte pour accompagner la capsule en ce moment. Alors, je vous invite à la télécharger et à l'afficher. Si vous ne pouvez pas la télécharger, l'afficher et que vous pouvez peut-être l'imprimer, alors j'invite à l'imprimer, à faire pause sur la vidéo et à l'imprimer. Même chose, le diaporama, le bon gars, je vous invite à la télécharger et l'afficher. Si c'est difficile pour vous, vous pourriez l'imprimer en mettant par exemple 6 ou 4 diapos par page. Il y a aussi l'hyperlien, le bon gars. Donc moi, mon hyperlien est déjà prêt. En fait, je vous dis ça, puis en fait, mon hyperlien n'est pas là. Alors, heureusement, je l'ai mis. Alors, je vais aller tout de suite l'afficher. Alors, alors, ma chanson est prête. Donc, je reviens à Léa. La chanson est prête. Et j'ai aussi mis un complément qui pourrait être utile pour rédiger une introduction pour le bon gars. C'est le film True Story, un documentaire qui critique l'industrie minière au Québec, notamment en Abitibi. Ma chanson Le bon gars, c'est une chanson de Richard Desjardins, qui est un artiste de l'Abitibi et qui a réalisé aussi le film True Story. Alors, il y a un lien à faire entre les deux qu'on pourra voir plus tard. Alors, moi, je vous invite à télécharger donc les deux documents et à faire pause momentanément sur de la capsule sur YouTube, de manière à être capable d'aller chercher et les afficher. Et sinon, ben moi, je vais le faire à l'écran. Donc, je vais faire apparaître la chanson comme ceci et on va la suivre. Et je vais augmenter mon volume de manière à ce que vous puissiez bien entendre la chanson. J'ai de la difficulté avec le passage sonore, là. Donc, on va utiliser mon propre micro, mais vous pourriez aussi bien aller l'écouter par vous-même. Donc, je m'en vais placer la chanson Le bon gars. Je la remets au début. Et je m'en vais ensuite regarder les paroles de la chanson. Quand je vais de bon gars, pas d'alcool, pas de tabac, m'en reste tranquille, m'en payer mes billes, m'en va prendre l'anglais, m'en la prendre pour le vrai. Quand je vais de bon gars, pas d'alcool, pas de tabac, m'en mettre des bobettes, m'en lire la gazette, m'en checker les sports, m'en compter les morts. On va passer mon check-up, on va faire mon catch-up. On va voir ce qu'on va voir, m'en me forcer en s'y voir. Quand je verrai mon gars, pas d'alcool, pas de tabac, je vais avoir l'esprit d'équipe, impliqué tout le kit. M'a crampé en masse, m'a me tailler une place. Quand je verrai mon gars, m'a gravir les échelons, m'a comprendre mon patron, m'a faire semblant qui est intéressant. L'argent va rentrer, pas trop m'estéder. Ma photo laminée, l'employé de l'année. Quand ouais, mon gars, m'en va les inviter, m'en va faire un party. Des sushis, des trempettes, amène-en, mon en mettre. Moment des bouchées, une fois n'est pas coutume. Ah là, tout le monde va se mettre. Tout le monde va se mettre à parler. BMW, CLSC, TP4, IBM, TPS, PME, OCQ, OLPIGA. Puis moi, sur mon bord, m'a tombé dans le fort. À 11h15, m'a l'écrit dehors, m'a sauté dans mon char, m'a descendu à Val d'Or. Bon, mais là, ça va faire, m'a descendre en enfer. M'a flobé ma paye, m'a allé vendre des bouteilles. M'a roulé mon journal, m'a collé l'orignal. M'a viré sous le top, pas de cadran, pas de capote. M'a trouvé mon nom tatoué sur son front. Elle va dire enfin un bon gars. Abra ça, abra ça. Ben ouais, les bons gars. Pas d'alcool, pas de tabac. M'en rester tranquille, m'en payer mes billes. M'en va prendre l'anglais, m'en la prendre pour le vrai. Oh, sport, spat and blood. Ils vont m'aimer en Hérode, excellent citoyen. Pas parfait, mais pas loin, pour manger du poisson
m'en va faire du ski de fond, m'en m'acheter des records de Michel Rivard, m'en faire semblant que c'est intéressant quand ouais, mon gars, pas d'alcool, pas de tabac. Bon, ben, je pense que de la chanson, de la teneur critique de la chanson. Alors, évidemment, cette chanson-là pourrait être une critique sociale. Alors, maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est en fait je vais revenir à ma chanson, en fait. Je vais considérer l'ensemble de la chanson du Bon Gars de Desjardins en 1990 et je ne fais l'analyse que de la section qui est ici, donc la première strophe. Or, cette première strophe, pour la comprendre, évidemment, j'ai besoin du contexte du reste, mais c'est vraiment sur la première que je me concentre, mais en utilisant les indices du reste. Alors, voilà comment je vais procéder. Alors, ce que je fais maintenant, ce que je vous demande de faire, vous avez la chanson, vous allez ouvrir le diaporama, donc le diaporama, le bon gars, et moi, je vais la mettre en mode plein écran. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je vous présente une méthode d'analyse. La méthode d'analyse est fondée sur, en fait, 4 étapes. La première, c'est le 3 QPOC, pardon, 3 QPOC. La deuxième étape, c'est l'inventaire des procédés. Ensuite, c'est l'analyse d'un procédé. Je n'ai pas écrit procédé pour ne pas faire inutilement lourd. Et enfin, on trouve une source secondaire. Et ce que j'appelle l'analyse d'un extrait, c'est quand je fais toutes ces étapes-là, qui n'ont pas besoin d'être nécessairement aussi exhaustives que je vous le présente ici. Évidemment, vous, quand vous étudiez un extrait pour lequel on ne vous demande qu'une dissertation, on ne vous demande pas de faire un diaporama comme j'en fais un, mais d'avoir fait le travail préliminaire. Et donc, c'est ce qui vous permet de bien comprendre. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on entend par vous avez une page supplémentaire qui représente la. Alors, peut-être que je vais aller la chercher, ça va être plus simple. Je vais vous montrer le bon document. Quitte à vous montrer un document, aussi bien faire le bon document. Ah, voilà, c'est ici. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Donc, je recommence, pardon, mais j'ai décidé de ne pas effacer ma capsule pour une petite erreur comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le 3 QPOC? En fait, 3 QPOC, c'est un acronyme. Donc, un acronyme, c'est quand on prend les premières lettres ou les lettres importantes d'une série de mots et qu'on les agglutine. Donc, c'est l'acronyme en fait de qui, quoi, quand, pourquoi ou comment. Mais en fait, je préfère souvent quand je le fais faire le qui, quoi, quand, où, et ensuite terminer par le comment ou le pourquoi. 3 QPOC, c'est que ça se dit vraiment bien. On nomme les 3 qui avant, le P devant le O qui nous permet d'avoir une voyelle et un son intéressant. Donc, qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, ou encore où, pourquoi, comment. Mais dans l'ordre, les éléments les plus faciles, c'est quand même le qui, quoi, le quand, où. Alors, vous avez devant vous le poème, en fait la chanson, et on va commencer. Donc, moi, je vous demande, c'est qui le bon gars? Ben, on voit que le bon gars, d'abord, c'est pas un bon gars, c'est quelqu'un qui veut éventuellement devenir un bon gars. Déjà dans le qui, on a des éléments avec le futur, avec le quand. C'est un peu un bum. Visiblement, vous voyez qu'à un moment donné, ben, il perd la carte, pas de cadran, pas de capote. Mais dans la première strophe, si on prend connaissance de l'ensemble, on voit bien que c'est un homme qui a probablement pas une source de revenus très fiable parce que justement, il dit qu'il ne va pas nécessairement payer, il paye déjà pas ses billes, il ne met pas nécessairement de bobette. Peut-être que c'est un assisté, peut-être que c'est un marginal, peut-être que c'est un squatteur. En tout cas, c'est pas le citoyen ordinaire. Visiblement, il boit, puis il fume. Puis quand on dit qu'il boit, ben, c'est pas juste un petit peu, ça a l'air d'être pas mal. Euh, et d'ailleurs, il a l'air de connaître ça, virer sur le top. Il travaille pas. Il dit qu'il est pas tranquille. Est-ce que ça veut dire qu'il est un criminel? Est-ce que ça veut dire qu'il fait des mauvais coups, ce genre de choses-là? Parce qu'il nous dit, m'en rester tranquille. Ça veut dire qu'en ce moment, il est pas tranquille. Fait que pour lui, être juste le citoyen conforme, c'est probablement être tranquille. Fait on pourrait considérer qu'on l'appelle l'aspirant bon gars, le gars qui veut devenir un bon gars. Pour faire tout ça, je peux revenir avec la chanson, là, on va la regarder à nouveau, la strophe.
Donc, quand je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac, m'en rester tranquille, m'a payer mes billes, m'apprendre l'anglais, m'en apprendre pour de vrai. Comment être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac, m'a mettre les bobettes, m'a lire la gazette, m'a checker les sports, m'a compter les morts. Je vais passer mon check-up, m'a faire mon catch-up, on va voir ce que je vais voir. Je vais me forcer en ciboire. Alors, qu'est-ce qu'il fait en fait dans cette liste-là? Alors, ben, il énumère une liste d'idées préconçues au sujet d'un certain conformisme. Je fais une erreur, j'aurais dû écrire conformisme ou même conformisme social. Je ne l'ai pas changé parce que le temps de revenir puis de changer le document pour faire la capsule, alors que je m'en suis rendu compte, je le garde comme ça vous montre que les profs, ben, ils ne sont pas parfaits, ils font des erreurs dans leurs documents aussi. Alors j'entends, là, c'est d'un certain conformisme. Il vise à rentrer, et non conformiste. Il vise à entrer dans le moule. Il y a une vision stéréotypée fondée sur les apparences de ce qu'est la réussite. Et lui-même, il a l'air du stéréotype justement du bum de la cité ou du gars tout croche. Quand? Ben, quand il va être un bon gars, donc il décrit l'ensemble des comportements qu'il va avoir, mais au présent, il n'est pas un bon gars, il spécule sur ce qu'il va faire, il projette sur ce qu'il va faire. Mais ça reste un projet, puis c'est pas sûr qu'il va le réaliser. Mais il explique ce qu'il pourrait faire, c'est que ça parle en partie de son désir. Donc ça, c'est quand. Donc c'est au moment où il formule son projet d'être un bon gars qui est dans le présent, mais c'est un projet pour le futur. Et c'est en termes de futur, là, c'est pas le futur si simple que ça. C'est un futur pas mal incertain. C'est pas mal un subjonctif, son affaire. C'est pas mal un conditionnel. Donc voilà pour ça. Ou, elle nous dit à un moment donné dans la chanson qu'il descend à Val d'Or. Donc, dans la strophe, au moment où il nous parle, il est probablement plus au nord ou en forêt, ou il est dans un village plus petit, mais il n'est pas en ville. Comme il paie pas ses billes au moment où il nous parle, ben, il y a des bonnes chances qu'il soit dans une certaine forme de dépendance, de marginalité, de criminalité. Il habite-tu chez sa mère? Il squatte-tu chez des amis? Y a-tu des combines? Il est peut-être sur la go. Donc, c'est des signes qu'on a. Comment, maintenant? Ah, ça, c'est un mot intéressant, là. Il est caustique, donc il se moque d'une manière un peu dure. Il n'a pas l'air tant que ça d'y croire. Puis d'ailleurs, il méprise ce à quoi il aspire, hein. On voit qu'il veut le devenir, mais ça n'a pas l'air si intéressant pour ça, lui. Euh, il sait déjà il sait déjà qu'il va déraper. Comment ça se fait qu'il va déraper? Ça veut dire qu'il a déjà des très mauvaises idées du potentiel de réussite de son projet, puis du chemin que ça va prendre. Puis à la fin, on voit que souvent, il fait semblant, hein. Il va faire semblant de trouver ça intéressant, il va faire en semblant de trouver son patron intéressant. Les deux idées sont similaires. Donc, au fond, on voit qu'il se fait violence un peu. Donc, c'est quelque chose qui se dit qu'il doit faire, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'il veut faire. Puis la manière dont il en parle, déjà, si vous pouviez le mettre comme ça, c'est pas très positif. Pourquoi? En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir une si bonne vie. Il n'a pas l'air vraiment privilégié. Aussi, ce qu'il se dit, ce qu'il regarde, c'est la réussite de l'extérieur. Alors, on dirait qu'il voit que les gens qui réussissent, ben, ils font rire les autres autour, ils font des soupers avec des sushis, puis ils ont l'air plates, puis ils ont l'air de faire du sport, puis ils ont l'air de s'occuper aussi de la domesticité avec le ketchup, puis ils vont chez le médecin. Toute une série de choses que lui ne fait pas. Donc, j'ai l'impression qu'il vient d'une classe sociale là, vraiment inférieure, qui est coincé dans la culture de cette classe sociale-là, puis dans ses habitudes, et qu'il n'y a pas visiblement d'éducation, puis la réussite comme telle, ça lui semble plate et en partie inaccessible. Parce qu'au fond, ce qu'il nous donne, c'est pas mal les apparences de ce que c'est quelqu'un qui réussit. Fait qu'il regarde de l'extérieur ce qu'il faut faire pour réussir sans nécessairement comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Alors voilà pour mon 3 QPOC qui est resté centré sur la première strophe. Évidemment, ce qui se passe dans la première strophe, on peut le déduire de l'ensemble des autres, à partir de l'ensemble des autres strophes. Ensuite, l'inventaire des procédés. Donc, les procédés littéraires uniquement sur la première strophe, j'en ai comme une pléthore, j'en ai vraiment beaucoup, et je vais aller regarder mon texte pour vous les montrer. Alors, je l'ai dit, puis après, vous pourrez les regarder à l'oral. Alors, il y a le registre de langue populaire, il y a des expressions populaires, ou ce qu'on appelle les expressions idiomatiques, il y a des euphémismes, des anglicismes, on joue avec les temps de verbe, donc le futur. Il y a des parallélismes, des ellipses un petit peu partout, des antithèses, ça me semble évident.
il fait des allusions et l'anaphore de quand il va être un bon gars qui revient souvent avec le pas d'alcool, pas de tabac, qui n'est pas nécessairement qui est un petit couplet, si on veut, qui revient très souvent. Donc, comme si on était dans une balade, en fait. Alors, je reviens au poème lui-même, puis on va les regarder, c'est à la chanson elle-même. Donc, quand je vais être un bon gars, voilà l'anaphore qui revient avec le pas d'alcool, pas de tabac, pas d'alcool, pas de tabac. M'a resté tranquille, m'a payé mes billes. On voit aussi la structure, il y a un parallélisme ici aussi, hein. M'a resté payé. Puis ensuite, m'a resté tranquille, c'est l'adjectif, m'a payé quoi? Mes billes, complément direct. On a une structure de phrase qui se ressemble. Donc, la plupart du temps, on a la même chose, hein. On a comme un m'a, puis là, on a une liste de verbes de ce qu'il va faire. Donc, premier parallélisme là, mais vous pouvez considérer qu'il y en a d'autres qui vont apparaître. L'anglicisme, par exemple, checker, qu'on voit. Il y a Bill aussi, qu'on a, donc deux anglicismes. Euh, L'euphémisme m'a resté tranquille. Tu sais, ça veut dire qu'au fond, ça c'est très intéressant. M'a resté tranquille, ça veut dire qu'il va être calme, mais pas juste calme. C'est qu'il va faire des choses pour être conforme, puis il appelle ça être tranquille. Mais normalement, l'opposition à tranquille, c'est excité, mais excité, c'est pas vraiment un problème. Ça veut dire que c'est le genre de bonhomme, tel qu'il décrit à partir de son comportement, que la police, elle sonne peut-être chez eux de temps en temps quand il y a des vols, du recel ou qu'on suspecte quelque chose, là. Il ressemble au gars qui vit dans la petite criminalité ou sans nécessairement être criminel, où son mode de vie l'amène à la côtoyer. Donc, le genre de gars qui a peut-être qui a des plaintes successives par les locataires autour de chez eux et que donc le propriétaire met dehors, ce genre de choses-là. Donc là, il nous dit qu'il va être tranquille, d'autant plus qu'il va payer ses billes. Alors, d'ordinaire, payer ses factures, c'est commun pour l'ensemble des citoyens. Puis là, ben, il va le faire, ce qui signifie que d'ordinaire, il ne le fait pas. Donc, c'est assez intéressant, cet euphémisme-là. Ça signifie qu'il nous dit ce qu'il ne fait pas d'habitude. En nous le disant ce qu'il va faire au futur, il nous dit ce qu'il ne fait pas d'habitude. L'ellipse, quand il nous dit, par exemple, m'a lire la gazette, m'a checké les morts, m'a compté les sports. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une ellipse? C'est quand on enlève un certain nombre de mots pour. Donc, au niveau de la phrase, c'est qu'on enlève un certain nombre de mots pour être plus efficace, pour être plus rapide, pour être expéditif, hein. On le met avec la contraction du mât qui fait populaire. Mais la même chose avec moi lire la Gazette. Tu sais, c'est comme une phrase très courte qui veut dire en fait, je vais lire le journal avec attention. Est-ce que c'est ça qui veut dire? On ne connaît même pas exactement le type de gazette que c'est. Donc, l'ellipse peut être simultanément au niveau de l'intrigue, quelque chose qui se passe qui est accéléré, donc on coupe puis on s'en va plus loin. Donc lui, il fait une succession d'ellipses comme ça parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il va faire pour se rendre là. Mais là, quand il est rendu là, on voit son comportement. Et aussi, dans sa manière d'écrire ce qu'il va faire, il ne nous dit pas je vais rester, c'est vraiment comme m'a resté, m'a payé mes bills. Puis on comprend par m'a payé mes bills que l'ellipse, ça veut dire qu'il a fallu qu'il trouve une façon pour que l'argent rentre pour le faire. Même chose avec une autre ellipse qu'on peut voir avec m'en va apprendre l'anglais, m'a l'apprendre pour de vrai. Donc, qu'est-ce qu'on entend par je vais apprendre l'anglais, m'en l'apprendre pour de vrai? Il en parle plus loin quand il dit qu'il va le refaire et qu'il va se trouver une job. C'est que probablement qu'il baragouine un anglais qui est mauvais, qui est juste un anglais de slang. Puis probablement qu'il ne comprend pas un anglais qui lui permettrait, je ne sais pas moi, de remplir des formulaires en anglais. Disons qu'on le mettrait de cette façon-là. Fait que l'apprendre pour de vrai, ça peut aussi vouloir dire être capable de le parler puis être respecté pendant qu'il parle. Donc, vous voyez, encore des éléments d'ellipse là. L'antithèse, qui est probablement la plus intéressante, m'a mettre des bobettes, m'a lire la Gazette, c'est celle qu'on va vérifier. On a une allusion, effectivement, aussi. La Gazette, qu'est-ce que c'est? Donc, on fait référence à quelque chose qui est déjà connu. Et voilà, je pense que j'en ai donné une coupe de ce qui apparaissent là. Évidemment, on a aussi une énumération d'une certaine vie domestique. Donc, par exemple, le fait de payer ses billes, le fait de mettre des bobettes, le fait de regarder la gazette ou même le mot ketchup. Donc, on a un peu de sa vie domestique, là. On l'imagine un peu dans son appartement sur les choses qu'il va faire d'ordinaire au moment où il va avoir réussi son objectif d'être un bon gars. Alors voilà pour l'ensemble des... en fait, on pourrait en trouver d'autres, là, mais on en a quelques-uns.
des procédés stylistiques littéraires que l'on voit dans le bongo. On pourrait aussi parler de la tonalité, hein. On pourrait parler d'une tonalité satirique ici, peut-être. Et j'ai oublié d'affirmer qu'il y avait, oui, le registre de langue, si on l'avait déjà dit. Fait que voilà pour l'ensemble des procédés que je vois. Donc ça, je ne les ai pas analysés. Je les ai juste nommés, puis je vous ai dit où ils étaient. Donc ensuite, il y en a un qui m'intéresse en particulier, c'est me lire la gazette, me mettre la bobette, ou me mettre des bobettes, me lire la gazette. Donc je vais prendre celle-là, puis c'est celui-là que je vais analyser. Et j'ai identifié ici une antithèse, parce qu'il y a des idées quand même différentes entre la domesticité puis le fait de s'habiller, ce qui est vraiment commun, puis la tâche individuelle, la tâche intellectuelle de lire la gazette. Alors, je reconnais là une antithèse, mais mon cours de français 101 est un petit peu loin, alors je m'en vais regarder ce qu'est l'antithèse. Alors, l'antithèse consiste à rapprocher, dans le même énoncé, deux pensées, deux expressions qui sont à l'opposé pour créer un effet de contraste. Ce rapprochement va mettre les deux termes opposés en relief afin d'accentuer le message. Alors moi, quand je vous propose d'analyser un processus, je rappelle que là, je fais la méthode d'analyse globale d'un passage, puis dans la méthode d'analyse globale d'un passage, il y a le 3 QPOC, il y a l'inventaire des procédés, j'en choisis un et je l'analyse lui. Fait qu'il y a une analyse dans l'analyse. Et oui. Et donc, comment on fait pour faire l'analyse d'un procédé? Chaque procédé est différent. Donc, vous ne pouvez pas faire chaque fois la même chose. Vous ne pouvez pas analyser une antithèse comme vous analysez une métaphore, comme vous analysez, par exemple, une répétition ou une figure d'opposition. L'analyse d'une antithèse, ce n'est pas l'analyse d'un parallélisme. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi des parallélismes dans le... Ah oui, je l'ai dit ça, qu'il y en avait. Donc, des procédés, des phrases qui sont... j'ai dit des ellipses, mais j'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi des parallélismes. Enfin, donc ça en fait une coupe. J'imagine que j'ai mis le parallélisme dans la liste. Oui, il est là. Alors, on utilise la définition. Dans ce cas-ci, j'ai pris la définition et j'ai souligné ce qui me semblait important. Donc, rapprocher, deux pensées, créer un effet de contraste, accentuer le message. Donc, ça va être les éléments qu'on va faire. Alors, si l'antithèse consiste à rapprocher, dans le même énoncé, deux pensées, deux expressions, bien, il faut identifier les deux pensées et les expressions. Alors, dans ce cas-ci, on va se poser la question, quelles sont les expressions, quelles sont les idées? Quel effet le rapprochement produit-il? Comment le rapprochement est-il fait? Quel est le sens? Quel ajout cela permet-il? Parce qu'on a fait un rapprochement qui est surprenant, mais qu'est-ce que ça ajoute à ce qui est déjà là? Alors, je prends 1, 2 et 3. Et dans mon extrait, j'ai mettre des bobettes. Donc, vous voyez que j'ai identifié en 1, mettre des bobettes. Et lire la gazette. Donc, et comme tel, c'était l'extrait, m'a mettre des bobettes, m'a lire la gazette. J'ai aussi ajouté, m'a checker les sports, m'a compter les morts parce que ça nous donne quelques indices. Alors, je reviens, hein? L'antithèse consiste à rapprocher, dans le même énoncé, deux termes, deux pensées, deux expressions. Donc, quelles sont les expressions? Les expressions sont en 1, mettre des bobettes, lire de gazette. Là, j'explique un peu. Commencer à s'habiller, figure comique, c'est sans doute aussi une métonymie. Qu'est-ce que ça veut dire une métonymie? Donc, un autre procédé qu'on n'avait pas vu, mais en regardant ce procédé-là, on en voit un autre. Une métonymie consiste à prendre une partie d'un objet pour son tout, de le nommer de cette façon-là. On peut aussi faire l'inverse, j'imagine, et prendre le tout pour parler d'une partie. Et donc, il dit qu'il va mettre des bobettes, mais c'est peut-être une manière de nous dire qu'il va plus proprement, parce que d'ordinaire, un bum qui squatte, ben, il s'habille un peu comme la chienne à Jacques. Alors là, peut-être que c'est ça qu'il veut dire par mettre des bobettes. Il veut juste dire par là, commencer à faire attention. Mais ça se pourrait qu'il parle au sens propre, puis que d'ordinaire, il fait juste mettre un vieux jean sale, puis qu'il ne met pas de bobettes dedans. Ce qui rendrait encore plus surprenant après que la femme a dit « Ah, enfin un bon gars », ça veut dire que peut-être qu'elle a couché avec un gars qui était en veston parce qu'il avait reçu ses amis, ou qui était bien habillé parce qu'il avait reçu ses amis. Puis que d'habitude, la fille qui dit ça, elle couche avec des gars qui n'ont pas de bobettes. Vous voyez le cas? Fait que d'où le fait qu'elle dirait « Ah, enfin un bon gars ». On revient là, c'est peut-être ça qui est arrivé. Donc, si c'est au sens propre qu'il ne mettait pas de bobette puis que là, il commence à en mettre, son cas est vraiment pas mal désespéré. Et donc, on pourrait le voir comme ça. Donc, si c'est au sens propre, ce n'est pas une métonymie. Si c'est au sens figuré, c'est une métonymie. Lire de Gazette, c'est un journal anglophone. Il est relativement élitiste. Bon, il y avait la Gazette de l'Abitibi à une époque. Là. C'est pas un journal qui est pro-francophone. C'est pas un journal qui valorise les intérêts de notre bon gars ou de notre aspirant bon gars. Et c'est pas un journal qui est sans export.
Fait que ça correspond au fait que plutôt il nous a dit qu'il voudrait parler d'anglais ou qu'il veut apprendre l'anglais pour de vrai. Donc oui, s'il apprend l'anglais pour de vrai, c'est normal qu'il lise la Gazette, mais j'ai comme l'impression qu'il confond lire la Gazette avec lire le journal. Parce que ce qu'il nous dit, c'est que il va compter les morts, va checker les sports, mais c'est pas ça qu'il y a dans la Gazette. Dans la Gazette, c'est plus genre l'actualité politique qui défend les intérêts canadiens-anglais au Québec avec un point de vue là, plutôt conservateur du côté canadien-anglais. Et non la défense des intérêts canadiens-français ou québécois, francophones, des régions plus pauvres, comme par exemple le fait Québec solidaire. Là. Donc, c'est un exemple comme ça. Mais il lit pas même le Devoir est plus à gauche que la Gazette et pro-francophone. Fait que pourquoi il lit ça? Parce qu'il assimile ce journal-là à la manière de penser. En deux, le rapprochement, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est comique avec la rime. Bobette, c'est comme rigolo, puis c'est un terme populaire un peu péjoratif. Puis gazette, c'est plus intellectuel. Fait que ça nous ramène à un manque de respect de la bobette qui amène à gazette. On sait qu'il fait ça pour les apparences, puis il ne croit pas vraiment. Donc, pour lui, il dit, ben, il va lire la gazette, tout comme c'est important de mettre des bobettes. Ça va de soi qu'on met des bobettes, nous, mais lui, c'est comme bof. Fait qu'au fond, lire de la gazette, c'est peut-être aussi cave dans une certaine mesure, puis il le fait pour bien paraître, mais il n'y a pas vraiment l'intention de s'édifier avec ça. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça veut dire que en trois, ça nous montre qu'il y a vraiment des mauvaises idées. Parce que s'il assimile que la gazette va lui permettre de compter les morts puis de checker les sports, ça veut dire qu'il se fait une très mauvaise idée de ce qu'est la gazette. Puis en même temps que ça, on voit que il ne va pas utiliser le journal pour vraiment lire puis s'intéresser à ce qui se passe dans sa société, mais parce que, puis donc pour les vertus que donnerait un tel journal, la pratique du journal, genre augmenter la littératie, augmenter les connaissances, savoir ce qui se passe dans l'actualité pour diriger sa vie ou même s'impliquer politiquement, ce genre de choses-là, il le fait vraiment parce qu'il voit que c'est une pression puis que c'est attendu de lui. Donc ça nous montre qu'il ne connaît pas vraiment la Gazette. Puis c'est comme s'il voyait du monde faire les mots croisés ou regarder ça. Fait qu'il il prend un petit peu plus la Gazette pour le Journal de Montréal, ce qui nous montre qu'il ne connaît pas vraiment ça. Alors, le fait qu'il nous montre qu'il ne comprend pas vraiment ça nous donne une idée de son niveau d'éducation et que finalement, sa perception de la société et de la réussite est en quelque sorte erronée. Alors, c'est ça que j'écris en disant le rapprochement que vit permet d'induire qu'il entretient de fausses impressions au sujet de l'une et l'autre. La pente qu'il a remontée pour trouver sa place est plus abrupte qu'il ne l'imagine. Toutefois, cela permet de deviner son mépris pour ses pratiques. Ça, c'est intéressant, le mépris en même temps. L'ignorance est confirmée par sa perception de la lecture du journal. Checker les sports, compter les morts. Il ne l'utilise pas pour le lire vraiment, tu sais. Il va utiliser la pratique du journal pour essayer de montrer qui fit, si vous me permettez, cette expression. Alors, je termine par les sources secondaires. Donc, c'est aller chercher à l'extérieur du texte des informations par une recherche Google, par une recherche sur Érudit, par une recherche sur Eureka, par une recherche à la bibliothèque, par une recherche Google, du moment que les textes que vous trouvez sont de qualité collégiale, ça veut dire des sources fiables. Des sources fiables, ce n'est pas le dernier mononcle qui écrit sur YouTube, évidemment, ou sur Facebook, mais plutôt une source qui est considérée comme ayant été vérifiée. Donc, un article d'encyclopédie, un article universitaire, un texte de prof de cégep, par exemple, un manuel, un texte qui paraît dans le journal. Donc, là, ici, qu'est-ce que j'ai? C'est études de linguistique appliquée, puis je vais m'intéresser à l'anglais. Et donc, pourquoi est-ce que mon bon gars, il pense qu'il a besoin de l'anglais pour réussir? Alors là, c'est un peu l'anglais au Québec. Alors, s'il occupe progressivement la plupart des secteurs publics de la vie québécoise, l'anglais pénètre aussi la vie quotidienne au détriment du français. Par ailleurs, la présence de l'anglais est d'autant plus favorisée que la langue du peuple est plus ouverte aux créations nouvelles et donc aux anglicismes. La création de la Confédération canadienne à la fin du 19e n'entraîne aucune amélioration du statut socio-linguistique de la langue française. En dépit de la loi constitutionnelle de 67 qui établit l'égalité de l'anglais et du français, ce dernier est privé de toute valeur. Fait qu'on voit que dans le milieu dans lequel vit le bon gars, pour réussir, il faut parler anglais. Ben pourquoi? Parce que le français a visiblement moins de valeur. On parle de 1867 ici, mais ça s'applique pas autant, on dirait. Le rejet du français du monde du travail entraînera de graves conséquences pour son avenir. Langue inutile, langue dépréciée, langue non motivée, langue humiliée. Et on le voit avec le vocabulaire et le registre de langue du bon gars en 90. Le français devient une langue qu'on parlera mal, qu'on n'aura pas intérêt à mieux parler.
Le français ne disparaît pas pour autant, mais ce sera dans un français de traduction dans lequel l'anglicisme glissera de plus en plus sous toutes ses formes. Les francophones lisent des journaux traduits de l'anglais et assimilent ainsi une syntaxe et un vocabulaire fautif. Et c'est précisément ce que notre bon gars, il va faire en quelque sorte s'il se plongeait pour vrai dans la lecture de la Gazette. Il parle déjà mal français, puis il ne va pas nécessairement s'aider en valorisant à partir de ce moment-là la langue anglaise en se considérant que c'est la vraie langue business qui permet de réussir. Hein, si tout le monde pense que la langue pour réussir, c'est l'anglais, puis tout le monde parle l'anglais, ben c'est évident que le français va être dévalorisé. Fait que là, de plus en plus, il va falloir parler anglais. Fait que là, on va de moins en moins bien parler français, au point que la langue qu'on a qui nous est naturelle, on ne l'utilisera pas, mais on va plutôt utiliser une langue seconde en étant à ce moment-là désavantagés par ceux qui parlent naturellement cette langue-là, dont c'est la langue maternelle, qui vont toujours être plus à l'aise que nous. Il y a un conflit là. Donc, notre personnage, il entre à fond dans ce conflit-là. Voyez-vous, il ne nous a pas dit qu'il va faire un cours, qu'il va finir son cours secondaire. Il ne nous a pas dit qu'il allait qu'il allait essayer d'entrer au cégep, qu'il allait faire une formation professionnelle ou qu'il allait essayer de se qualifier. La manière de faire, c'est d'apprendre l'anglais puis de le faire pour le vrai. C'est comme ça qu'il voit qu'il pourrait avoir une ascension. J'ai aussi un autre texte qui parle plutôt de l'Abitibi, parce que bon, on sait que ça se passe en Abitibi. Il nous a dit qu'il descendrait à Val d'Or au début. Alors, c'est un texte qui s'appelle Quand l'histoire se répète. C'est paru dans Le Devoir en 2011 et c'est une question de la manière dont, à l'époque, le gouvernement libéral voulait vendre le plan Nord. Il y avait tout un plan pour vendre les ressources naturelles du Québec et ça passait par le développement des mines. Alors, l'auteur, Lise Payette, qui avait une chronique, elle a été chercher un document des années 50 du Parti libéral qui s'opposait au parti de l'Union nationale de Duplessis, et parce qu'on accusait Duplessis de vendre les ressources naturelles aux Américains, Américains qui, évidemment, imposaient aussi leur langue de travail, même en Abitibi, et qui faisaient d'ailleurs venir des travailleurs immigrants qui compétitionnaient avec les travailleurs francophones. Et donc, comme les travailleurs immigrants étaient migrants, ben, ils avaient tendance à pas nécessairement connaître bien le français, et la langue de travail pouvait souvent être justement l'anglais, même au cœur de l'Abitibi, ce qui peut sembler paradoxal, parce qu'on dit plus on est en région, ben, plus il y a des chances que la pénétration de l'anglais soit moins forte que dans la métropole. Il y a aussi un lien avec l'Ontario qui était à côté. Mais donc, cette situation-là des Américains qui venaient exploiter nos ressources naturelles et qui nous donnaient des peanuts pour ça, mais c'était avec la complicité du gouvernement. Et donc ça pourrait expliquer un appauvrissement général, et cet appauvrissement-là n'est pas sans conséquence sur l'éducation, la société, les mœurs, et notre bon gars, ben, c'est finalement un bum qui est produit par ce qu'on pourrait appeler l'aliénation économique générée par la vente à rabais de nos ressources naturelles pour en exploiter, par exemple, des mines dans des espèces de booms miniers qui génèrent à la fois beaucoup de richesses mais dans un très court laps de temps et qui n'encouragent pas les gens à s'éduquer puis les régions à se développer en développant plusieurs pans de leur économie. Elles deviennent dépendantes des ressources et donc dépendantes des patrons sur place et donc dépendantes culturellement des patrons. Et vous avez compris un peu une logique, là. J'ai fait un cours d'économie, puis de société, puis d'histoire politique accélérée sur la Révolution tranquille, puis avant ça, la Grande Noirceur. Et donc, ma source, c'est que Lise Payette lit un programme politique du Parti libéral qui s'oppose à Duplessis pour parler, au fond, qu'aujourd'hui, on fait quelque chose de similaire, puis le Parti libéral de l'époque de 2011, avec le Plan Nord, il reproduisait la chose de Duplessis. Fait qu'elle utilise les dépliants politiques du Parti libéral des années 50 contre le dépliant politique le projet politique des années 2010 pour montrer que plus ça change, plus c'est pareil finalement. Alors voilà ce qu'elle écrit. La Palme écrit ceci. Monsieur Duplessis, vous avez commis un double crime contre votre province et vos compatriotes. D'abord en vous contentant d'une redevance ridicule pour une matière première extrêmement riche qui constitue le sang, la vie même de notre économie. Ensuite, en n'insistant pas pour que s'établisse ici une industrie sidérurgique susceptible de corriger la pénurie mondiale d'acier et de créer pour nos ouvriers des emplois rémunérés par de hauts salaires. Entre le Nouveau-Québec et le Labrador, la différence des prix pour le minerai de fer est de 0,1, donc 1 cent, à 45 cents. Donc, le minerai coûtait 45 fois plus cher au Labrador qu'au Nouveau-Québec. Et donc, au lieu de créer une industrie de l'acier, on prenait le fer et le nickel et on l'exportait. Le même document nous apprend ensuite que pendant que le Québec de Maurice Duplessis vend son minerai 1 cent la tonne, le Venezuela exige 70 cents la tonne. Nous sommes en 1956, les libéraux s'engagent dans ce qui est leur programme électoral à exiger des redevances qui vont enfin profiter aux citoyens du Québec s'ils sont élus à une élection qui se prépare. Élection qui va être gagnée par l'Union nationale, donc les libéraux n'entreront pas.
Une citation de M. René Chaloux, publiée dans le même pamphlet, dit ceci. Ce qui arrive, hélas, trop souvent, c'est que nous cédons aux étrangers pour une bouchée de pain des richesses fabuleuses en retour de vulgaires souscriptions à la caisse électorale. Aux Québécois, les trous de mine, aux étrangers, les gros bénéfices. On dirait que plus ça change, plus c'est pareil. Et vous aurez compris pourquoi je vous propose la source True Story, le documentaire de Desjardins sur cet effet-là. Alors nous, on se ramasse avec tout plein de trous de mine parce qu'il n'y a plus de minerais, puis la mine a été dissoute, puis les profits sont partis avec les propriétaires, puis nous, on se ramasse avec la mine à nettoyer et les saccages environnementaux et parfois sociaux parce que les booms miniers génèrent aussi des problèmes. Et donc, ça, c'est un peu le contexte. Donc, j'en ai proposé deux, entre, d'une part, la puissance de l'anglais au Québec et de l'autre côté, le fait de vendre nos ressources sans les transformer. Et ce que ça propose, ce que ça génère, c'est une pauvreté. La pauvreté devient en quelque sorte la mère ensuite d'une pauvreté morale et culturelle. Puis après ça, ben, on a des individus pour qui c'est très difficile de s'en sortir, qui préfèrent rester, ou pas qui préfèrent, mais qui sont confinés dans leur milieu sans possibilité de transformer le milieu ou sortir de leur milieu. Et ça donne les bums, comme dans la toune Le Bon Gars. Puis ces gens-là ont tellement de difficultés que quand ils ont un projet pour essayer de s'en sortir, c'est comme impossible parce que le sort est contre eux, puis leur perception même de ce qu'il faut faire pour s'en sortir, c'est très difficile. Parce qu'on sait que s'ils voulaient s'en sortir, peut-être qu'il faudrait qu'ils s'inscrivent au cégep, qu'ils regardent des ressources, mais déjà, ce n'est pas quelque chose qui tend à valoriser. Donc, la prison qui empêche notre bon gars de se sortir de sa situation est d'abord mentale. Alors, voilà un peu le contexte de la chanson Le Bon Gars. Donc, qu'est-ce que j'ai? Deux sources. Avant ça, j'ai une analyse d'un procédé. Avant ça, j'avais l'inventaire de tous les procédés. Puis, pour comprendre de quoi il était question, j'avais fait le 3QPOC. Alors, pour compléter ça, on peut retourner au document 1 sur l'analyse de la passante parce que ça va nous permettre de comprendre un peu les attentes de l'évaluation. Alors, je vais retourner ici dans les A. Je vais aller le chercher. Et maintenant, vous êtes peut-être plus à même de comprendre ce qu'on avait déjà fait en classe, même sans le dire explicitement, quand on a regardé la passante. Quand on a fait cet exercice-là, on a fait au fond un 3QPOC par bout pour être capable d'établir la comparaison. Alors ici, j'ai mon exemple de la passante, puis on peut retourner voir le poème en question. Je l'affiche. Vous pourriez me reprocher de faire des PDF, donc il faut être sûr d'être capable d'ouvrir les PDF, puis ça devrait être vraiment un format de fichier là, qui est facile à ouvrir. Tout le monde devrait, sur l'ordinateur, être capable d'ouvrir des documents PDF avec différents modèles. Moi, dans mon cas, je vous propose donc, moi, je n'ai pas nécessairement le même ordinateur que tout le monde, mais vous pouvez télécharger un lecteur de PDF si vous n'avez pas ça. Puis même, j'imagine qu'il y a des applications sur les portables et sur les tablettes pour ce faire. Alors ici, on avait Baudelaire, mais là, je vous prends La Passante de Néligan. Puis on nous dit « Ma jeunesse est pareille à la pauvre passante, beaucoup la croiseront ici-bas dans la cendre, tous la verront, feuilles mortes, tous la verront passer, feuilles sèches à la brise qui tourbillonnent, tombent et se fanent dans la nuit, mais nul ne l'aura comprise. » Alors, c'est cette partie-là, là, vous voyez, qui m'intéresse particulièrement dans le poème. Et c'est dans cette partie-là que je vais identifier plus tard une antithèse. Alors, je m'en vais dans l'analyse passante, maintenant que vous avez un petit peu mieux compris. Donc, je vais choisir un extrait significatif. Tous la verront passer, feuilles sèches à la brise qui tourbillonnent, tombent et se fanent dans la nuit, mais nul ne l'aura comprise. Alors, de quoi? Alors, qui? Bon, vous pourriez penser que c'est la feuille, mais non, la feuille, on sait qu'au fond, c'est sa jeunesse, c'est lui. Puis il utilisait la passante, il dit « ma jeunesse est pareille à la passante », mais au fond, en parlant de la passante, il parle de lui. Qui? Le poète. Quoi? Il s'apitoie et se sent incompris dans sa jeunesse. Quand? Ce sentiment semble constant, il le révèle après avoir croisé la passante, donc c'est contemporain. Donc, s'il a pensé ça en voyant la passante, puis tout de suite il a fait « ah, ma jeunesse est pareille », c'est qu'il est déjà accablé. Ou, ben, il l'a vu dans un parc, c'est vrai, mais ça semble partout et tout le temps et pour toute sa vie. Beaucoup la croiseront ici-bas dans la sente où la vie à la tombe en prenant nous conduit. Comment? Il se compare à une figure très anonyme et commune, que tous peuvent percevoir mais qui semble sans importance. Il associe une description de lui-même concrète, une feuille, à un sentiment incongru pour une feuille. Qui vous connaissez qui se prend d'affection pour une feuille?
Au départ, cette comparaison est initiée parce qu'il se compare à la passante. Et vous pouvez voir une petite faute que j'ai faite ici. Il faudrait mettre un E à initier, mais c'est dur de changer les documents PDF. Puis une fois qu'il est diffusé, si je l'enlève, puis je le remplace, c'est compliqué. Donc, je vous signale ma faute. Au départ, cette comparaison est initiée parce qu'il se compare à une passante. Donc, je reviens là. Une description de lui-même a un sentiment incongru pour une feuille. Puis là, vous voyez, autre faute, c'est le sentiment qui est incongru, c'est pas la feuille. Pourquoi? Le poète a l'habitude de se prendre en pitié puisque l'association entre la passante et lui se fait automatiquement. Il s'identifie à sa douleur, crée une image tragique que l'incident lui inspire et poursuit en expliquant le rejet qui semble l'affecter. Le caractère fataliste de sa condition, qui l'accompagne d'une réflexion sur la mort, laisse entrevoir une pensée fortement enracinée, comme s'il dévoilait un malaise existentiel permanent. C'est pour ça que je vous ai dit, tu sais, que ça semble partout, puis ce sentiment semble constant. Donc, vous voyez qu'il y a des liens entre le pourquoi, le quand et le où. Donc, tous la verront passer, feuille sèche à la brise. Donc, antithèse, tous versus feuille. Métaphore, jeunesse égale feuille. Qui tourbillonne, tombe et se fane dans la nuit. Donc, j'ai une allégorie. Donc, l'allégorie, c'est quand on essaie de représenter une idée abstraite par une image ou encore une histoire. On a une répétition et aussi des parallélismes. L'analyse d'un procédé. Donc, cette fois-ci, ça va être l'analyse de la métaphore. La jeunesse elle-même, le comparé de la passante. Donc, ce qui est dit de la jeunesse est vrai aussi de la passante. La jeunesse, on a un comparant la feuille. Donc, tous la verront passer, feuille sèche à la brise. Et le motif, ben, c'est anonyme, éphémère, fragile, friable, bientôt inexistant. Donc, voyez-vous, je ne fais pas juste dire dans une analyse que la jeunesse ou le poète est comparé à une feuille. Je cherche c'est quoi le motif de la feuille, en fait, de la feuille morte, et le voici. Donc, ce qui est important, c'est qu'au fond, la jeunesse ou le poète est anonyme, éphémère, fragile, friable, bientôt inexistant. Donc, cette partie-là, c'était mon analyse. Fait que l'analyse, c'est pas de dire ah, je vois une métaphore. C'est mon analyse, c'est de regarder qu'est-ce qui est comparé à quoi, puis de regarder c'est quoi les caractéristiques, puis donner en quelque sorte les caractéristiques du comparant au comparé. Il y a quand même quelque chose d'intéressant aussi, hein, parce qu'il dit ma jeunesse est pareille à une feuille. Donc, tu sais, on pourrait aussi voir une antithèse entre la feuille et la jeunesse, entre toute l'abstraction de la réflexion pleine de sentiments mélancoliques, puis le côté vraiment concret de la feuille. Ça aussi, c'est une antithèse qu'on aurait pu faire pour montrer que le rapprochement est incongru, puis le rapprochement incongru nous aurait permis d'asseoir l'idée que le poète est accablé par un spleen permanent. Parlant de spleen, on va y arriver. Donc, références liées au sujet, j'en ai trouvé deux. Donc, j'ai été chercher un article d'Encyclopédie Universalis qui nous parle de la mélancolie et ben, qu'on parle en général de maniaco-dépression, mais là-dedans, j'ai trouvé la référence à mélancolie. Fait que dans Encyclopédie Universalis, j'ai tapé mélancolie, puis mélancolie m'a amené à cet article-là, puis ensuite, j'ai cherché et j'ai trouvé ça. Alors, le mot mélancolie a désigné dans l'Antiquité grecque un élément constitutif normal du corps humain, lieu de rencontre entre le mélange harmonieux de quatre humeurs, le sang, la bile jaune, le flegme, la bile noire. En grec, mélacolé, d'où le latin mélancolia. Seule altération qualitative ou de prédominance de celle-ci provoquait la mélancolie maladive. Donc, un excès de mélancolie te fait être maladif. Cet état de noir chagrin a de fait longtemps recouvert un conglomérat hétérogène allant de la tristesse passagère, du spleen, le mot en anglais désigne la rate, où les anciens voyaient l'origine de l'humeur noire, à la mélancolie proprement dite. Ensuite, j'ai trouvé un autre article, c'est dans Culture, donc j'ai cherché le mot spleen, parce que le spleen m'était donné ici, et j'ai regardé. Cette expérience du choc, ou du moins une nouvelle théorie esthétique interne à l'histoire de l'art, que l'effet d'une désagrégation sociale qui a perdu tout repère avec sa culture passée. Baudelaire, hein, c'est intéressant, mais avec des Baudelaire, fut l'un des premiers à ressentir les prémices de cette rupture, tu sais, une espèce de sentiment de désenchantement, et c'est ça qui semble vivre notre poète chez Nelligan, dans Le spleen de Paris. Les soubresauts de la conscience et la fréquentation des villes énormes en les rapprochant de ce que Benjamin appelle en regard de ce texte, Benjamin c'est un passeur, l'image du choc et la foule amorphe des passants. Donc on voit des éléments qui appartiennent aux deux poèmes. Et là, je termine par une étape qui n'est pas nécessairement dans mon analyse, mais j'essaie de faire le lien entre les procédés et les références. La synthèse des procédés, la feuille sèche est une feuille morte. Même si elle a des couleurs, elle ne sera bientôt plus rien.
La feuille sèche est seule, pas aimée, incomprise. Donc, même si le poète est jeune, il se sent visiblement peu aimé et incompris. Vous voyez, on est comme près de notre expérience du choc. Et pense fatalement que sa vie sera ainsi, ce qui accroît visiblement son désarroi. Savoir que ça va mal aller, puis que ça va mal aller pendant longtemps, ben, comme on voyait avec le tout à l'heure, le quand, ce sentiment semble constant. Il le révèle après avoir croisé la pensante, ses contemporains. Donc, il a l'air d'être prisonnier de tout ça, puis ça a l'air d'être très clair. Donc, le poète est incontestablement, bon, ce qu'il voit, la passante lui renvoie cette image de lui-même friable, fragile, éphémère. Bien, le poète est incontestablement mélancolique. On pourrait dire qu'il souffre du spleen. Et il tourbillonne dans la jeunesse. Seul, il va fatalement tomber et se faner. Vous voyez, je reprends vraiment les termes du poète. L'éclat de la jeunesse est inutile, il est impossible d'en jouir puisque l'on sait déjà dans quel état de décrépitude cela va finir. Donc au lieu de savourer son moment de feuille verte, il pense déjà à quand il va être mort. Le poème donne même la clé de son spleen, sa conscience de la nature éphémère et douloureuse de l'existence est ce qui le distingue et ce pourquoi il sera incompris et mal aimé, comparativement à la foule amorphe. Nelligan connaît le spleen, c'est en même temps un sentiment que ressentent les âmes sensibles dans le monde moderne. C'est grâce à mes références ici que j'ai pu identifier ça. Donc, cela les condamne à la solitude du même coup, incompris par les foules, tous. Donc, ceux qui ne l'auront pas compris. On voit le tous versus seul, donc dans l'antithèse. Alors, voyez que tout à l'heure, en fait, au cours 1, on avait bâti l'idée selon laquelle la passante était différente. Alors, pour parler de la passante, je vais parler du poète et je vais bâtir l'idée que le poète est prisonnier de son spleen. Donc, dans le paragraphe c'est l'idée que je cherche à défendre. Dans le paragraphe 1, la passante chez Baudelaire est séduisante, elle provoque un coup de foudre, tandis que la passante chez Nelligan permet de constater que le poète est prisonnier de son spleen. Là, j'ai dépassé l'analyse, là, je suis rentré dans comment je pourrais l'utiliser pour faire un paragraphe. Donc, idée secondaire 1, le poète sympathise très facilement avec la passante endeuillée. Idée secondaire 2, croiser la passante permet au poète de s'apitoyer sur son sort. Paragraphe 3, la passante est non seulement différente dans les deux poèmes, mais le contact entre le poète et la passante est distinct. Sa fonction n'est pas la même, la fonction du contact. Donc, ça, ce serait le paragraphe 3. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai les trois idées qui me permettraient de répondre à la question qu'on avait au cours 1 sur la passante et comment j'arrive à bâtir mon paragraphe sur Nelligan, c'est grâce à mon analyse de cet extrait-là. En fait, du moins de l'idée secondaire sur le fait que l'idée secondaire 2, croiser la passante permet au poème de s'apitoyer sur son sort. Et regardez le paragraphe. Contrairement à Baudelaire, Nelligan met en scène une passante malheureuse. C'est à travers la description de cette dernière que le poète révèle combien il est prisonnier de son propre spleen. Donc, vous voyez ici mon idée principale qui est reproduite. Le soir où il aperçoit la passante furtivement dans un grand parc obscur, donc le soir, quand, où il aperçoit la passante furtivement dans un grand parc obscur, ou quoi, il est touché par la détresse et sympathise avec sa douleur sans avoir à lui adresser la parole. Le poète a peu de temps, encore le quand, pour l'observer et les conditions ne sont pas idéales. Elle passe, comment, comme une ombre complète et même voilée. Le poète peut deviner, rien que d'un regard, sa douleur refoulée. Perspicace, le poème remarque que la passante s'isole dans un lieu qui correspond à sa peine. Citation, puis elle disparut en quelques noires allées propices au deuil profond dont son cœur était plein. Le poète arrive immédiatement à reconnaître la nature de la douleur de son et son intensité, même si les conditions ne sont pas propices. Il révèle au lecteur qu'il connaît la correspondance entre le refuge que cherche la passante et son deuil. Pourtant, la passante cesse d'être l'objet de son attention une fois qu'il a bien montré sa sensibilité. Il se sert de celle-ci pour s'apitoyer sur son propre sort. Donc, contexte de la citation avant que cela. Pourtant, la passante cesse d'être l'objet de son attention une fois qu'il a bien montré sa sensibilité. Il se sert de celle-ci pour s'apitoyer sur son propre sort. Idée secondaire 2, qui introduit en même temps la citation. Ma jeunesse est pareille à la pauvre passante, tous la verront passer, feuilles sèches à la brise, qui tourbillonne, tombe et se fane dans la nuit. Vous constaterez que pour bâtir cette partie-là, ça correspond à mon extrait ici. Donc, ce que j'ai pu bâtir par après est vraiment directement lié au travail d'analyse. En se comparant à la feuille sèche, le poète s'associe à ce symbole de l'automne, la feuille morte, fragile, friable et éphémère. Le jeune poète anticipe une vie malheureuse marquée par la solitude d'un destin qu'il connaît déjà,
puisqu'il en parle au futur antérieur, temps de verbe. Vous voyez? Il ne peut jouir des tourbillons de sa jeunesse, sachant d'avance qu'il va tomber et se faner en la nuit, sans témoin. La douleur de cette solitude est amplifiée par l'antithèse suivante. Il sera publiquement remarqué par tous, mais inutilement négligé, ce que la répétition du nul rend évident. Le poète semble s'enfoncer dans ses tourments. S'il est assez sensible pour remarquer la douleur de la passante, cela semble pour mieux nous parler de la sienne. Là se termine le paragraphe 2. Ce que vous avez à faire pour l'évaluation 3, ça va être de me faire une introduction. On avance un peu, là, je vais vous donner les consignes, évidemment, puis on va les préciser dans le cours. Mais pour faire l'introduction, vous auriez besoin, si c'était sur Nelligan, des idées du paragraphe 1 et 2, puisqu'il faut faire un sujet divisé. La thèse comme telle, le sujet posé, vous arriveriez à la faire puisque vous avez la consigne, et il vous manquerait un sujet amené qui serait assez facile à aller chercher dans les références qui sont ici. Et ensuite, qu'est-ce que vous devriez écrire comme paragraphe? Ben, contrairement à Baudelaire jusque-là, ça, c'est ce à quoi je m'attends comme paragraphe. Donc, ce que j'ai mis en bleu. Ou encore, ça, avec la dernière phrase là, que j'arrive pas à inclure. Donc, mettons, je suis capable de faire ça. Donc, paragraphe comme ça. Donc, vous me faites un paragraphe comme ça, plus une introduction sur Royal, on va préciser. Puis pour être en mesure de faire une belle introduction avec un bon contexte de la citation, de bien citer, de faire une explication qui a du sens, je vous propose la méthode d'analyse qui était fondée sur l'étape 1, 2, 3 et enfin des références en 4. Alors, le premier exercice que je vous ai proposé au cours 1, c'était à une passante, la passante. Vous avez maintenant un exemple d'analyse avec un exemple de paragraphe. Le demi-paragraphe, vous le coupez en deux. Et pour être en mesure de le faire, je vous ai montré, en fait, avec le bon gars, qui est un texte plus simple et qui, là, lui, est vraiment un texte qui correspond à notre cours de littérature québécoise des années 60 à aujourd'hui, un texte de 1990 qui parle d'un aspirant bon gars qui veut essayer de se conformer à la société et qui, visiblement, s'y prend mal. Et donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, je vous ai montré comment on pouvait analyser la première strophe et comment, avec une méthode relativement simple qui s'appelle le 3-QPOC, on est capable de bien comprendre un extrait. Alors, voilà la méthode. Je ne vais pas noter ces méthodes-là, mais quand vous allez me demander de l'aide, quand vous allez analyser des textes, je vais constamment vous demander, c'est quoi ton extrait? Vous allez montrer votre extrait. OK, c'est intéressant. Qui parle? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est le 3-QPOC. Puis ensuite, je vous demande, ah ouais, y a-t-il des procédés intéressants? Parce que des fois, vous me proposez des interprétations, mais ce n'est pas tout à fait certain. Fait que je vous demande d'identifier les procédés. Puis ensuite, une fois que vous avez tous les procédés ou beaucoup de procédés, je vous demande d'en analyser un et pas de me l'analyser tout de suite avant d'avoir fait l'inventaire. Puis après ça, je vous dis, hey, as-tu une source là, qui te permettrait de comprendre ça? Et voilà un peu comment on fonctionne pour comprendre un extrait quand on a le temps de l'étudier, non pas comme à l'épreuve uniforme, mais quand on a le temps de l'étudier et de faire justement, comme vous pouvez le faire, une rédaction en ligne en prenant le temps. Donc, si vous faites ça pour Royal, je vais vous aider à trouver des sources externes. D'ailleurs, True Story, ça va déjà être un élément parce que ce qui permet aux minières de s'installer comme elles le veulent et comme elles le peuvent, c'est le droit puis les grands cabinets d'avocats que ces minières engagent. Donc, il y aurait un lien à faire là. Alors voilà la capsule sur les méthodes d'analyse qu'il vous fallait écouter avant le cours. Alors j'espère que vous l'avez fait et que vous pourrez réécouter encore et encore en accélérant au besoin, hein. C'est ça l'avantage de mettre un cours sur YouTube. Alors voilà qui met fin à notre capsule et c'était une première expérience pour notre cours de la semaine 2. Alors sur ce, on se voit tout de suite, j'ai envie de vous dire après la pause ou alors plus tard si vous avez écouté la capsule bien avant